Madame la Présidente. La fermeture de plusieurs sites industriels d'équipementiers automobiles français est annoncée ou menace. Pour l'entreprise Valeo, sont visés plusieurs sites en Sarthe, en Isère, en Yvelines, au Calvados. Ce sont plus de 1500 salariés qui seraient touchés en France, sans compter plusieurs autres milliers de salariés chez les prestataires dont l'emploi est menacé. Chez Michelin, ce sont ces sites de Cholet et de Vannes, comptant plus de 1200 personnes et qui fermeraient d'ici 2026. Alors, plusieurs constats. Les investissements à réaliser pour les grands équipementiers traditionnels sont évidemment considérables pour aller vers l'électrique total ou l'hybride. La baisse des ventes automobiles est forte face à une concurrence, je dirais, systémique chinoise. Les entreprises sont tentées aussi de rejoindre des marchés où les coûts sont plus bas ou qui sont proches des productions auto. Alors l'Europe et la France misent sur la mobilité électrique pour sortir de la crise. Mais la demande de nos collègues socialistes et apparentés est triple. Quelles initiatives le gouvernement entend prendre pour trouver des repreneurs et assurer effectivement une continuité d'activité lorsqu'elle est possible? Quel accompagnement social, local, sera fait par l'État au plus proche des sites pour que les compétences, les qualifications et les expériences des salariés soient conservées? Quelle politique entend mener le gouvernement enfin, visant à clarifier les engagements des constructeurs alors même que le secteur bénéficie d'aides? Vous voyez, mes chers collègues, il ne suffit pas de la sympathie, nous voulons des réponses concrètes. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli. Vous l'avez évoqué, la situation de notre filière automobile est préoccupante. C'est le cas de la plupart des pays européens. Volkswagen en Allemagne vient d'annoncer la fermeture de 3 grandes usines. Face à cette situation, et pour répondre très directement à votre question, il y a des réponses d'urgence. La première des réponses, c'est de traiter les restructurations avec l'exemplarité et les moyens qu'il se doit. Pour répondre à votre question, nous avons, ces dernières heures, discuté avec l'ensemble des élus, discuté également avec la direction de Michelin, s'agissant des sites de Cholet et de Vannes. Et nous allons, dans les prochaines heures, mettre tout le monde autour de la table pour parler de la reprise des sites et pour trouver les options qui peuvent être envisagées à cette fin. S'agissant de l'accompagnement des salariés, nous avons demandé avec le ministre Antoine Armand à ce que les engagements qui ont été pris par la direction de Michelin et qui seront pris dans le cadre d'autres dossiers soient extrêmement puissants et fassent en sorte que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Ensuite, Madame la députée, je veux vous dire que vis-à-vis de la filière automobile, les réponses que nous apportons ne peuvent pas être uniquement françaises. Elles doivent concerner l'intégralité de la filière, à la fois les constructeurs et les équipementiers, et elles doivent se situer à un niveau européen. Je reviens de Berlin. J'ai eu l'occasion de discuter avec mon homologue de l'industrie et nous avons en particulier évoqué la nécessité que nous poussons, avec Antoine Armand et sous l'autorité du Premier ministre, d'avoir un plan d'urgence au niveau européen pour la filière automobile. Et quand je dis la filière, c'est évidemment les constructeurs, mais aussi tous les sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3 et tous les équipementiers. Cette réponse, elle doit s'appuyer sur le soutien à la demande, en particulier la demande de véhicules électriques. Elle doit s'appuyer aussi sur une moindre naïveté vis-à-vis de nos concurrents que sont la Chine et les États-Unis. Nous allons nous impliquer dans les prochaines semaines et faire des propositions au niveau européen afin de protéger notre industrie. Vous pouvez en être convaincue, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Je voulais rappeler que le précédent gouvernement avait déjà affiché un plan de soutien à l'automobile dans le cadre du plan France 2030. Nous étions collègues sur ces bancs, Monsieur le ministre. Mais aucun des sites concernés aujourd'hui n'est visé. Il ne peut y avoir une filière d'avenir sans lien avec les entreprises déjà existantes, les salariés d'aujourd'hui et leurs compétences. Et je pense que les engagements sont utiles, mais on doit reconnecter justement l'existant à l'avenir. Merci. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, un étranger criminel ou délinquant n'a rien à faire en France et doit être expulsé. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. C'est en ces mots que le 31 octobre dernier, votre ministre délégué à la sécurité du quotidien a défendu à la tribune de cet hémicycle la proposition portée par le Rassemblement national
visant à automatiser les expulsions de tous les étrangers délinquants, y compris en l'absence de menaces graves avérées à l'ordre public. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ont choqué une très grande partie de l'hémicycle et de l'opinion publique. Ils ont choqué, non pas parce que nous serions les tenants d'un supposé laxisme. Oui, il faut, dans certains cas strictement encadrés par la loi, pouvoir expulser les étrangers qui menacent gravement l'ordre public. Et ceci, notre droit le permet déjà largement. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ministre a été ovationné par l'extrême droite. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois, un ministre a repris la rhétorique du Rassemblement national en essentialisant l'étranger qui représenterait une menace en soi. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois, un ministre a mis sur un pied d'égalité le terrorisme et un simple vol. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, nous ne partageons pas vos orientations politiques. Mais le débat d'idées et nos confrontations doivent s'exercer dans un cadre respectueux de nos principes républicains et constitutionnels, sous peine d'affaiblir la cohésion de notre société. Monsieur le Premier ministre, rejetez-vous ces propos tenus jeudi dernier ou assumez-vous d'être le marchepied des idées xénophobes de l'extrême droite? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, Madame la Présidente, les batailles sémantiques sont dérisoires. Elles sont dérisoires. Je suis d'ailleurs très étonné. Je suis très étonné que la question migratoire entraîne et suscite ici en France et à Paris tant de polémiques, alors que chez les Français, elle rencontre tant de convergences, et chez les Européens aussi. Je voudrais vous faire part de mon premier Conseil européen justice, immigration qui réunissait les 27 ministres de l'Intérieur. Eh bien, je vous assure que quel que soit le gouvernement social-démocrate de gauche ou alors conservateur de droite, les ministres de l'Intérieur se sont tous exprimés de la même façon, avec la plus grande convergence. Et tous, nous ne supportons plus justement l'immigration illégale. Oui, bien entendu, un étranger qui ne respecte pas les principes de la République, qui commet des crimes, il n'a rien à voir sur le territoire français. Et c'est ce que nous demandent. Pas parce que dans l'immigration, il y a aussi une réciprocité. Et s'il n'y a pas cette réciprocité, alors on est perdu. Et nos compatriotes ne le comprendront pas. Pourquoi est-ce qu'à plus de 70%, et désormais, majoritairement, les électeurs de gauche sont pour que nous ayons une fermeté pour la lutte contre l'immigration illégale? Eh bien oui, nous devons mener cette lutte calmement, sereinement, pour faire prévaloir la loi de la République. Juste la loi de la République, rien que la loi de la République, toute la loi de la République. Merci Madame la Présidente. Mexicanisation, narco-racaille, opération Place Nette. Les propos sont forts, le verbe se veut haut. Pourtant, le répressif nécessaire ne peut être la seule réponse. Le narcotrafic s'étend désormais dans le sang à tout le territoire national, des pays des océans, à nos villes, à nos territoires ruraux. Face à une violence de plus en plus décomplexée, la lutte contre le narcotrafic doit devenir une cause nationale qui peut nous unir. Il faut s'intéresser aux racines du trafic de drogue, qui repose notamment sur l'exploitation des mineurs et implique des jeunes de plus en plus jeunes. Il faut s'intéresser à l'argent généré. Le gouvernement doit prendre sa part. Le manque de moyens est criant pour la police, pour la justice, pour mener les enquêtes spécialisées, pour les douanes, pour toucher réellement les narcotrafiquants au portefeuille. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi réinvestir la politique de la ville, lutter contre la pauvreté, terreau privilégié du narcotrafic, soutenir les services de santé pour aider les consommateurs de drogue à en sortir, redonner enfin les moyens à l'éducation nationale pour nos enfants. Hier, lors de la séance des QAG, vous avez précisé que des annonces gouvernementales seront faites ce vendredi. Ces annonces doivent être systémiques. Ne limitez pas la lutte à des opérations, certes nécessaires, place nette de court terme.
ce sont toutes les politiques publiques qui sont concernées. Ces annonces ne doivent pas non plus se substituer à un examen législatif. Les travaux transpartisans menés au Sénat par nos collègues Jérôme Durain et Étienne Blanc sont salués de toutes parts. Une proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic est déjà sur la table. Qu'attend le gouvernement pour inscrire ce texte à l'ordre du jour? Je vous remercie. La parole est à monsieur Othmane Nasrou, ministre en charge de la citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boulou, vous avez parlé dans des termes que je peux partager d'un phénomène qui se répand dans notre pays et que le ministre de l'Intérieur a qualifié à juste titre de narcotrafic et de cette nécessaire lutte contre le narcobanditisme. Et vous avez raison, et c'est le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, nous avons besoin d'une mobilisation générale de toute la société, de toutes et de tous, pour qu'on vienne à bout de ce fléau. Ce fléau qui se répand, vous l'avez dit, dans une forme d'ultra-violence dans tous nos territoires, dans nos centres-villes, dans nos quartiers et même dans nos campagnes. Ce fléau qui frappe des jeunes, de plus en plus jeunes, et aussi qui amène une délinquance aussi de plus en plus jeune. Cet extrême rajeunissement de la délinquance liée au narcotrafic doit tous nous interpeller et tous nous mobiliser. Et nous n'allons pas assister impuissants à une génération sacrifiée avec d'un côté des enfants victimes et de l'autre des enfants soldats. Je le dis parce que ce sont des enfants qui sont aujourd'hui armés par des trafiquants de drogue pour se faire la guerre entre eux, pour servir leurs intérêts pécuniaires, leurs intérêts financiers. Je veux vous dire aussi, monsieur le député, que sous l'autorité du Premier ministre, un travail est réalisé en ce moment même et dès demain avec une réunion de travail à nouveau qui réunira le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour avancer sur ce sujet et que des annonces seront faites dans un déplacement commun du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur à Marseille ce vendredi. Notre mobilisation doit être sans faille, ce n'est pas un sujet partisan, ce n'est pas un sujet idéologique. Les victimes, les vies brisées, les drames humains n'ont pas d'étiquette politique, n'ont pas de parti pris partisan. Nous devons tous être mobilisés. Nous le devons à nos concitoyens, nous le devons à nos enfants. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez-y, ouais. Nous devons vraiment examiner cette proposition de loi pour que contre le narcotrafic. L'implication des socialistes, élus nationaux et élus locaux sera entière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Plus personne n'ignore désormais que le narcotrafic menace les intérêts fondamentaux de la nation. La commission d'enquête du Sénat a démontré au printemps sa violence criminelle, son emprise territoriale, sa puissance financière corrosive. Vous allez faire des annonces vendredi à Marseille avec le garde des Sceaux. J'ai compris que nous aurions le débat dans cet hémicycle en janvier. Notre groupe prendra toute sa part à cet effort répressif, indispensable et urgent. Ma question concerne le dernier kilomètre du trafic, ce qui se passe dans nos métropoles, dans nos villes, dans nos villages. Les maires n'ont jamais autant fait pour la sécurité, 33% d'augmentation des polices municipales. Pourtant, ils sont mis parfois sur le banc des accusés. Ils sont en réalité démunis. Faire peser sur les maires une responsabilité centrale dans ces drames constitue un bien mauvais procès. Le Congrès des maires, pour la première fois, consacrera d'ailleurs une table ronde au narcotrafic. Vous l'avez vu à Rennes, à Poitiers, à Nîmes, nos élus, en première ligne, attendent un soutien puissant de l'État. Dans un esprit d'union nationale, nous le leur devons. Monsieur le ministre, quelles sont vos pistes de travail? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jérôme Durain, je voudrais d'abord saluer le travail que vous avez fait avec le rapporteur Étienne Blanc sur cette commission d'enquête. Franchement, lorsque nous avions initié cette commission d'enquête, j'aurais jamais pensé que le mal était aussi enraciné. Vous l'avez décrit d'ailleurs, vous avez parlé d'une véritable subversion sur tous les territoires. Mais aujourd'hui, la cocaïne s'est multipliée par 5 depuis une dizaine d'années. Et surtout, les drogues les plus dures sont disponibles partout, tout le temps, partout dans nos villes, dans nos villages, et tout le temps, que ce soit à l'approche des points de deal ou que ce soit à travers la livraison à domicile. Je l'ai dit il y a quelques instants, la drogue, ce sont des enfants assassins et des enfants qui sont victimes. Voilà. Donc on doit produire un immense effort. Cet effort, on doit le produire dans un continuum de sécurité. D'abord l'État, évidemment,
mais aussi, bien sûr, que tous les élus doivent se mobiliser. Mais nous devons, nous, l'État, au plus haut niveau, porter cette cause, qui est pour moi une cause capitale, nationale. C'est la raison pour laquelle, dès demain, sous l'autorité du Premier ministre, avec le garde des Sceaux, nous aurons une séance de travail. Nous annoncerons avec le garde des Sceaux à Marseille un certain nombre de mesures qui sont des mesures destinées à changer de cadre. J'ai souvent parlé ici, comme à l'Assemblée nationale, de la comparaison avec le terrorisme. Parce que je pense que, vous l'avez dit, le narcotrafic, le crime organisé menace jusqu'aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une sauvagerie qu'on doit combattre. Mais cette sauvagerie atteint aujourd'hui et est une menace jusqu'à nos institutions, à notre démocratie. Donc cet effort, nous allons le produire. Ce sera difficile. Il fera des années. Il faut changer de cadre, changer de braquet. Et nous reprendrons, j'espère, bien des propositions que vous avez faites, qui ont été des propositions, je dois le dire, unanimement appréciées et votées par l'ensemble des groupes. Donc, je ne doute pas que sur ce chemin-là, nous puissions trouver précisément la voie de l'union nationale. C'est nécessaire. Ce combat, nous le gagnerons à une condition, comme pour le terrorisme, c'est qu'on oublie les étiquettes partisanes et qu'on se rassemble. Tous, on se rassemble. Monsieur Durand. Monsieur le ministre, je note avec satisfaction de nombreux points de convergence. Il n'efface pas des divergences sur d'autres points, la nécessité de la médiation, de l'approche sanitaire, les racines sociales de la consommation. Il n'y a pas de solution magique face à la criminalité organisée, ni légalisation magique, ni prohibition caricaturale. Le combat contre le narcotrafic ne pourra être remporté que s'il s'inscrit dans une recherche du consensus le plus large, sans faiblesse et sans excès. Monsieur le ministre, le 5 novembre 2024 restera comme un mardi noir pour l'emploi dans notre pays et je ne parle pas ici des inévitables conséquences économiques des élections américaines. En deux annonces, Auchan et Michelin ont acté brutalement la disparition de plus de 3600 emplois. Je veux ici exprimer au nom de notre groupe notre totale solidarité avec les salariés et leurs familles. Car oui, une entreprise, une usine, c'est avant tout une grande communauté humaine qui ne se gère pas avec un tableau Excel. S'agissant de Michelin, les fermetures des usines de Cholet et de Vannes illustrent la déprise industrielle en totale contradiction avec les discours tonitruants du président de la République et de ses gouvernements successifs, rétrofités ou non. J'ai échangé hier sur le site sexagénaire de Vannes avec la direction et les représentants des salariés et je peux témoigner du désarroi, de l'incompréhension et de la colère de ces derniers. Ils n'ont eu de cesse de fournir tous les efforts attendus. Ils fabriquent des produits qui dégagent des marges. Ils permettent à l'entreprise de rémunérer généreusement les actionnaires. Et pourtant, ce sont eux qui servent de fusibles. Dans ces conditions, leur accompagnement social et la revitalisation des territoires est bien le minimum et nous y serons très attentifs. Alors oui, nous savons que la filière automobile traverse une période très compliquée. Mais le mal est plus profond et prend racine dans le terreau de la naïveté européenne et de notre décrochage face à une concurrence internationale de plus en plus féroce. Malgré votre politique de l'offre, les défaillances d'entreprises atteignent un niveau record et on dénombre plus de 180 plans de licenciement en France. Tous les territoires et tous les secteurs sont touchés, y compris ceux liés à la transition énergétique. Nous avons bien entendu que votre gouvernement allait enfin demander des comptes sur l'utilisation des aides publiques ou proposer un plan de soutien européen à la filière automobile, mais cela ne saurait suffire. Agirez-vous enfin pour défendre efficacement les salariés, protéger durablement nos entreprises, nos emplois industriels et notre souveraineté productive en cohérence avec les objectifs de décarbonation? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'industrie, M. Ferracci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, la filière automobile est en difficulté. S'agissant de Michelin, et en particulier du site de Vannes, qui produit notamment des armatures métalliques, eh bien on constate que ces difficultés ont pu toucher également d'autres sites dans d'autres pays. Michelin a annoncé la fermeture d'usines équivalentes il y a quelques mois en Pologne et en Allemagne. Face à cette situation, notre stratégie et notre politique industrielle doivent reposer sur deux principes. Le premier, c'est de protéger l'existant. Et c'est de faire en sorte, quand des difficultés surviennent, que l'accompagnement des salariés, que leur reclassement, que leur reconversion éventuelle se fasse dans les meilleures conditions de prise en charge, en y mettant les moyens. C'est ce à quoi la direction de Michelin s'est engagée à l'initiative et sous la pression des membres du gouvernement. Moi-même, j'ai rencontré la direction, ma collègue Astrid Panossion-Bouvet l'a fait ces derniers jours,
Et nous avons formulé cette exigence d'accompagnement et aussi de revitalisation des sites, car l'enjeu, c'est de ne pas laisser perdre des savoir-faire, de ne pas laisser perdre des compétences, de ne pas mettre des familles dans l'anxiété, et aussi de faire en sorte que les territoires continuent de vivre. La direction de Michelin s'est engagée, je le disais tout à l'heure, à ce qu'autant d'emplois soient recréés sur les territoires concernés, qu'il n'en sera supprimé. Mais il y a un deuxième principe sur lequel nous ne devons pas transiger, monsieur le sénateur. C'est l'idée qu'il faut également faire en sorte que demain, des investissements et des emplois se créent sur notre pays et reviennent sur notre pays. C'est ce qui nous a permis, depuis 2017, de faire progresser l'emploi industriel en France. C'est ce qui nous a permis d'inverser la courbe de la désindustrialisation. C'est ce qui nous a permis de faire en sorte qu'en 2022 et en 2023, l'emploi industriel continue de progresser. Je pense qu'il ne faut pas abandonner cette stratégie. Cette stratégie, elle repose sur des mesures de compétitivité globale et en particulier de stabilité fiscale. Elle repose aussi, vous l'avez évoqué, sur une stratégie européenne, car nous devons nous comporter en Européens pour faire face à la compétition. Je le disais tout à l'heure, nous allons faire des propositions à nos homologues et à nos partenaires européens pour un plan de sauvetage et de soutien à la filière automobile européenne dans les prochaines semaines. Je vous remercie. Monsieur Uzenat, vous avez quelques secondes, 6 secondes. Très rapidement, protéger l'existant, ce n'est pas protéger l'existant politique. Or, on a l'impression que vous voulez maintenir à tout prix une ligne qui ne produit pas d'effet et qui est même désastreuse au plan économique. On en a encore une fois l'illustration. Et la deuxième chose, sur la création d'emplois sur nos territoires, nous avons besoin et d'une France et d'une Europe beaucoup plus volontaristes, qui mettent les moyens, qui appliquent les règles, qui les fassent respecter. Et donc, pour tout cela, nous observons que le gouvernement actuel et ses prédécesseurs ne sont pas au rendez-vous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail et de l'Emploi. Madame la ministre, lutter contre la crise de confiance qui affecte le fonctionnement de nos institutions et détourne une partie de nos concitoyens de l'action publique passera entre autres par le respect de l'engagement et par notre attention portée à leurs difficultés du quotidien. À titre d'illustration, l'âge moyen du départ à la retraite en Martinique, par exemple, est de 65 ans contre 63 au niveau national. La pension de retraite moyenne, quant à elle, plafonne à 575 €. Pour des raisons qui tiennent à notre histoire, à l'arrivée tardive de la sécurité sociale, les niveaux de pension sont significativement plus faibles que dans l'Hexagone. Face à cette réalité, ici même, dans la Haute Assemblée, Olivier Dussopt, alors ministre du Travail, avait pris l'engagement le 10 mars 2023 de saisir le Conseil d'orientation des retraites, le COR, afin de demander la création de groupes de travail et de suivi sur la réforme des retraites dans la dite Outre-mer. Cette volonté du gouvernement m'avait été réaffirmée en octobre 2023 par la Première ministre elle-même lors de déjeuners de travail organisés avec les élus de l'Outre-mer au Palais de l'Élysée. Plus d'1 an et demi plus tard, la situation n'a pas évolué. Elle demeure échangée. Dans un contexte social toujours extrêmement tendu, marqué par des revendications sur les conditions de vie dans la dite Outre-mer, ce dossier appelle une action sans délai du gouvernement. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de tenir l'engagement pris par vos prédécesseurs et vous invite à saisir le corps dans les meilleurs délais afin que cette mission soit mise en place dans l'intérêt de nos retraités. Il y va de l'élémentaire équité que nous appelons de nos voeux depuis toujours. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail et de l'Emploi, Madame Panos-Bouvet. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, comme vous l'indiquez très justement, les pensions de retraite dans les Outre-mer sont plus faibles et il y a plusieurs raisons à cela, notamment du fait de l'instauration plus tardive effectivement des régimes de retraite complémentaires, des durées de cotisation qui sont nettement moins longues et puis l'occupation d'emplois qui sont moins rémunérateurs que dans l'Hexagone. Les règles relatives sont aujourd'hui les mêmes que sur l'ensemble du pays. Et le système étant contributif, le niveau des pensions découle principalement des cotisations qui sont versées. Nous mettons aujourd'hui des mécanismes correctifs
tel que celui qui a été mis en place dans la réforme de 2023 par Madame Borne pour rehausser un petit peu les petites pensions. Ça concerne aussi les petites pensions des Outre-mer. Je pourrais vous revenir par écrit ou oralement sur le nombre de pensionnaires concernés venant des Outre-mer qui ont été revalorisés en septembre 2023 et 2024. En ce qui concerne le corps, vous avez raison de le souligner. La loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière prévoit qu'un rapport du corps doit être fait sur les effets de la réforme. Et nous avons effectivement indiqué au corps que ce rapport doit également comprendre les impacts pour les Outre-mer. Merci Madame la sénatrice. Quelques secondes, Madame Conconne, 6 exactement. Je pense connaître ce dossier mieux que vous, au vu de vos réponses, Madame la ministre. Et je vous appelle à vous repencher dessus parce que votre réponse n'est pas du tout adaptée à ma question ni à la réalité de cette situation dans les pays dits d'outre-mer.